D'une profondeur minimale de 60 cm, le béton de propriété, si vous pouvez, il faut mettre un film polyane avant de couler le béton de propriété. Bienvenue dans ce nouveau numéro des topos de l'immobilier avec Thiologo TV. Aujourd'hui, nous parlons du sous-bassement avec notre expert. Et vous savez déjà quoi faire, activez la cloche de notification, invitez vos amis à s'abonner pour ne rien rater. Pour vos différentes questions en commentaire et vous aurez les réponses avec notre expert. Thiologo TV. À la vidéo précédente, nous avons parlé des premières étapes à franchir avant de commencer le projet de construction d'une maison. Nous avons pris le cas de la maison basse. Parmi les éléments que nous avons cité le plan, qui est l'élément sur lequel nous allons nous baser aujourd'hui dans cette seconde séquence pour la mise en œuvre d'une maison. Je prends le cas d'un propriétaire, d'un maître d'ouvrage qui a un plan. Quand vous avez le plan, il faut trouver un sachant pour vous établir un devis, ce qu'on appelle un DQE, un devis quantitatif et estimatif, suivant un cahier des charges que vous aurez préalable défini comme un accord. Donc, le technicien ou l'entrepreneur va vous établir un DQE, un devis, et sur la base de ce devis-là, vous allez pouvoir vous décider. Le devis peut être fait en plusieurs étapes. Par exemple, moi, je préfère toujours les devis en plusieurs étapes. On peut faire un devis gros œuvre, ou même un devis sous-bassement. Après, on va faire un devis finition. Je préfère quand les devis sont établis par étapes. Donc aujourd'hui, par exemple, nous allons parler du sous-bassement ou bien de la fondation. On ne dit pas sous-bâtiment. Je vois souvent des gens dire sous-bâtiment. C'est plutôt sous-bassement. Et c'est en un seul mot. Et ce qui correspond à la fondation de la maison, l'un des éléments les plus importants dans la construction d'une maison. Avant d'aller dans le vif du sujet, comme je disais, on a quoi? On a le plan, on a le cahier des charges, on est prêt à commencer le chantier, on est prêt à ouvrir le chantier parce qu'on s'est accordé avec le maître d'ouvrage sur les conditions financières et tout pour démarrer le projet, pour démarrer le chantier. Donc, avant de commencer le chantier, évidemment, si on peut, il faut prendre ce qu'on appelle une assurance chantier pour se prévenir des risques de chantier, des blessures, tout ça, lié à l'exécution du marché. Donc, il faut souscrire une assurance chantier. Il faut dresser ce qu'on appelle un panneau de chantier. Le panneau de chantier, c'est le panneau qui va indiquer la consistance des travaux, les partenaires à la construction, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre délégué, le bureau d'études techniques, le bureau de contrôle, etc., etc. Il va définir aussi, qui va indiquer également le délai d'exécution des travaux. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le panneau de chantier. Mais le panneau de chantier, franchement, il y a des chantiers qui demandent cela, mais c'est pas toujours, on va dire, indispensable. Pour les petits chantiers, on va bien aller jusqu'à faire un panneau de chantier. Donc après le panneau de chantier, il faut s'assurer qu'on a tous les équipements de protection individuelle, ce qu'on appelle les EPI, les casques de chantier, les bottes, chaussures de sécurité, les gants, tout ça. Et il faut avoir tout cet équipement-là, y compris les chasubles qu'on appelle les gilets, pour pouvoir identifier tout le personnel qui est sur le chantier. Ça va éviter ou bien ça va réduire les cas de vol. Après les EPI, maintenant il faut acheter le matériel préalable pour l'exécution des travaux. C'est-à-dire au début, les brouettes suffisantes pour les travaux, les pioches, les pelles, les haches, tout ça. Donc, tout le matériel indispensable pour l'exécution des travaux. Donc, dans cette séquence-là, nous allons parler uniquement que de la fondation. Donc, l'entrepreneur ou le technicien muni de son plan va maintenant procéder à la mise en œuvre de ce plan-là sur le terrain. Il va reproduire le plan sur le terrain. Donc, tracer le plan sur le terrain afin qu'il soit conforme à ce qu'il a sur le plan. En général, les plans sont établis à l'échelle 1/50e, mais il doit procéder à la reproduction du plan sur papier sur le terrain. Voilà, c'est ce qu'on appelle le tracé. Donc, il y a plusieurs types de tracés, hein. Il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui posent des chaises, il y en a qui utilisent directement des piquets. Les chaises, c'est quand on plante des chevrons, on met des planches autour, on encadre le terrain et puis on commence le tracé sur les chaises. Sinon, il y a des gens qui utilisent les piquets, c'est plus courant, c'est plus facile apparemment. On va dire c'est plus rapide, voilà. Donc on va procéder au traçage du plan sur le sol. D'abord, avant ce traçage-là, s'il y a des travaux de décapage, c'est-à-dire s'il y a des talus, des pentes, on a besoin de les décaper, il faut les décaper. Il faut faire le travail de déblayage, ce qui correspond à débarrasser le terrain de tout ce qu'il y a comme débris végétaux pour rendre le terrain propre, propice à la construction. Et ensuite, on procède au tracé. Vraiment, le tracé doit être conforme à ce qui est sur le plan, au centimètre près, j'allais dire. Et donc, quand le tracé est fini, on va procéder à la fouille. La fouille, c'est creuser partout les murs doivent passer. On va dire ça comme ça. Ce qu'on appelle une fouille en rigole. La fouille est importante parce que la profondeur, la fouille, la solidité de la maison dépendra de la profondeur que vous avez donnée à votre fouille. Pour les maisons basses, nous recommandons profondeur allant de
60 cm à 1 mètre, suivant le type de sol. Mais il faut éviter les profondeurs de 40, 50 cm. Il faut aller au minimum à 60 cm et on peut aller jusqu'à 1 mètre hein, selon le type de sol. Si vous êtes tombé sur un sol dans un endroit un peu marécageux, vous êtes obligé d'aller un peu plus profond. Dans tous les cas de figure, il faut toucher ce qu'on appelle la couche sédimentaire, le vrai sol. Voilà, parce qu'au-dessus, vous avez la couche végétale, là où poussent les plantes, les cultures, tout ça. On ne peut pas bâtir une maison sur ce sol-là. Donc, il faut dépasser ce sol-là, descendre un peu plus pour toucher ce qu'on appelle la couche sédimentaire. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez commencer à monter votre maison. Donc, la fouille étant faite d'une profondeur minimale de 60 cm, on a une largeur de 60 cm également. Parce que la fondation est faite avec des briques qu'on appelle les agglos de 15 cm d'épaisseur. Voilà. Donc il faut aller avec le trou doit avoir une épaisseur de 60 cm pour faciliter la manœuvre. Voilà. Donc après la fouille, on va procéder à ce qu'on appelle le béton de propriété. On fera le béton de propriété dans la fouille, tout le long de la fouille. Le béton de propriété, c'est un béton qui devra être normalement dosé à 350 kg par mètre cube. Ça veut dire que pour un paquet de ciment, on prend une brouette érasée de sable ou 2 brouettes érasées de gravier avec 30 litres d'eau à peu près pour couler le béton de propriété. Ça, c'est le dosage à 350 kg par mètre et son épaisseur doit varier entre, on va dire, 10 et 15 cm. Donc, on met le béton de propriété dans toute la fouille. Mais avant le béton de propriété, si vous pouvez, il faut mettre un film polyane avant de couler le béton de propriété pour éviter les remontées capillaires. Les ennemis principaux de la fondation, c'est l'humidité. Voilà. Donc, pour éviter les remontées capillaires, vous pouvez mettre du film polyane dans le trou avant de passer le béton de propriété. Après le béton de propriété, il y a ce qu'on appelle la semelle filante ou le béton de radier. La semelle filante, c'est un béton armé parce que là, vous allez mettre du fer dedans. Le fer peut être soit en paillasson, la semelle peut être en paillasson, c'est-à-dire c'est 3 fers qui sont posés de façon parallèle, reliés par une épingle. Là, on peut prendre du fer 10 sur tout le long du trou, ou bien la semelle peut être en caisson, c'est-à-dire là, on met 6 fers, 3 en haut, 3 en bas, on les relie par un étrier. Et c'est sûr, c'est soit la semelle en paillasson, mais la semelle en caisson, que vous allez, on va dire, attacher, poser les poteaux et les raidisseurs, les fers des poteaux des raidisseurs, bien alignés avec une corde bien équilibrée, on va dire bien nivelée. Donc ceux qui ont les moyens, je recommande qu'ils fassent une semelle filante dans leur soubassement avant de monter les murs. Et comme je dis, l'épaisseur va varier entre 15 et 20 cm au niveau du béton. Et le maçon doit faire en sorte que le fer soit totalement enrobé dans le béton. C'est-à-dire on ne doit même pas voir le fer. Voilà. Donc après la semelle filante. Maintenant, ceux qui ne veulent pas faire de semelle filante, parce que la semelle filante n'est pas obligatoire. Bon, il y a des types de sols où on recommande quand même la semelle filante. Mais ceux qui sont dans les sols assez solides, qui ne veulent pas faire des semelles filantes, ce que je recommande pour les poteaux, les raidisseurs, il faut creuser un peu plus profond que le niveau du béton de propriété. Il faut aller de 20 à 30 cm de profondeur pour les poteaux et les raidisseurs. Le raidisseur, c'est le poteau qui est entre 2 murs. Hein. Et le poteau, c'est soit les poteaux d'angle ou bien les poteaux porteurs. Sinon, tout ça, c'est des poteaux. Nous, on appelle ça tout ça on peut appeler tout ça des poteaux. Mais la seule différence, quand on dit raidisseur, c'est un poteau qui est entre 2 murs. C'est tout. Donc, il faut aller un peu plus profond pour les raidisseurs et les poteaux au cas où vous ne voulez pas mettre une semelle filante. Voilà, soit en caisson ou en paillasson, comme j'ai dit. Donc, après, le béton de propriété, si vous avez pu mettre un béton de radier, c'est bon. Si vous n'avez pas pu mettre le béton de radier, on va procéder au montage du mur. Le mur est monté en agglo 15 plein ou en agglo 20 plein, c'est selon le cas. Mais en général, c'est en agglo 15 plein. Et le nombre de rangées dépendra du niveau du sol. Voilà. Et j'allais ajouter une précision. Avant de commencer à implanter la maison, le technicien doit regarder le niveau de la rue. Puisque chaque maison donne sur une rue, le niveau de la rue, de manière à ce que la fondation soit faite de manière à ce que, après le remblai, quand il y a des eaux d'écoulement des pluies, que les eaux partent vers la rue, vers le caniveau. Voilà. Donc, le niveau du soubassement doit tenir compte du niveau de la rue. Donc, pour avoir des soubassements avec 5 rangées, des soubassements avec 4 rangées, des soubassements avec 6 rangées et même plus. En tout état de cause, le soubassement doit sortir du sol. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire que la dernière rangée de briques doit être visible de loin. La dernière rangée de soubassement, elle doit complètement sortir du sol. Et c'est sur cette dernière rangée-là que vous allez mettre ce qu'on appelle un chaînage bas, qui est composé de 4 fers avec un étrier de fer 6. Le chaînage bas, vous pouvez le faire en fer 8. Mais les poteaux, les raidisseurs, il est conseillé de les faire en fer 10. Voilà. Donc, on a monté le soubassement. On a fait ce qu'on appelle les amorces de poteaux et de raidisseurs. Maintenant, il faut couler le chaînage bas
ensemble avec les amorces de poteaux dérisseurs. Je préfère ça parce que ça rend l'ensemble plus compact, plus solide. Sinon, il y en a qui coulent d'abord les potolets là et après ils passent le chaînage bas dessus. Mais je pense qu'on peut couler tout ça ensemble. Donc quand on coule tout ensemble, c'est bon. Maintenant, les fers, quand vous les mettez, il faut faire en sorte qu'ils puissent sortir un peu du béton du chaînage bas pour pouvoir permettre l'emboîtement quand vous allez construire pour la suite en hauteur. Après avoir monté les briques, vous êtes assuré que le soubassement sort du sol. Et après avoir tenu compte de la pente, que les écoulements des eaux pluviales partent vers la route, vous avez fini, vous mettez un chaînage bas pour finir tout ça. Et ensuite, il faut faire le remblai de la fondation et espérer que le remblai se tasse avec les pluies qui viendront. Et s'il n'y a pas de pluie, c'est obligé d'arroser et puis procéder à un compactage. Cela va éviter ce qu'on appelle les vides sanitaires, c'est-à-dire les affaissements sous le carrelage. Et à défaut, vous prenez du sable. Le sable, lui, il ne se tasse pas. Mais il est plus cher, mais bon, si vous avez les moyens, vous prenez du sable pour remplir votre soubassement. Donc voilà l'étape du soubassement ou de la fondation. Merci. Les topos de l'immobilier.